BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont en place, ça y est. Yves Chouet-Fouati, le président fondateur de Tobam. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bienvenue. Valentin Demey nous accompagne depuis les bureaux de Cryptost à Angers. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Et Vincent Gann. Bonjour Vincent. Analyste bonjour Guillaume, bonjour à tous. Technique indépendant. Vincent, on est content de vous retrouver parce que Bitcoin, ces derniers jours, a un peu, très légèrement remonté la pente. On est actuellement sur Bitcoin à 26 725 $. Bon, on est quand même toujours sous les 30 000. Est-ce que vous voyez, vous sentez que les choses vont bientôt se débloquer pour le Bitcoin, Vincent, franchement? Alors, je vais prendre un peu de recul, pas me concentrer uniquement sur les 3 dernières séances, mais rassurez-vous, j'y viens. Alors, la première chose que je tiens à souligner, c'est que le marché crypto, il a manqué le coche. Il a manqué le coche depuis le début du mois de mai. Pourquoi? Mais vous en parlez tous les jours sur votre antenne, donc je ne vous apprends rien, mais je m'adresse aux auditeurs. Depuis le début du mois de mai, d'ailleurs, à contre-courant de l'adage Sell in May and Go Away, les actifs risqués représentés par le marché action ont fait de nouveaux records. Si vous prenez certains indices boursiers européens, de nouveaux records historiques. Et les indices boursiers américains, qui sous-performaient depuis octobre dernier, depuis début juin, retrouvent de la surperformance. La tech, le Nasdaq, était leader. D'ailleurs, l'indice sectoriel des valeurs de la tech aux États-Unis a retrouvé ses niveaux d'avant le choc boursier de la crise sanitaire. Ça, ce sont des corrélations qui, dans un monde normal, dans un monde crypto sain, dans un écosystème sain, auraient dû relancer la hausse du marché crypto. Et pourtant, le cours du Bitcoin, lui, il a connu son sell in May and Go Away. Et depuis le début du mois de mai, il est dans une phase corrective. Alors, je viens dans un instant au court terme. Simplement, ce que je tiens à souligner, c'est que la semaine dernière, et donc là, je reviens pour le coup sur ce dont vous venez de parler, les 3 dernières séances, le cours du Bitcoin a plutôt bien résisté à la semaine des banques centrales, c'était la semaine dernière, qui elles sont de plus en plus hawkish, sauf la Banque centrale de Chine. Il y a eu de l'actualité autour d'un projet du géant de la haute finance BlackRock qui veut lancer son propre ETF Bitcoin. Bref, overall, et là j'en arrive aux 3 dernières séances, vous avez raison cher Guillaume, le cours de Bitcoin a rebondi, il a défendu la zone des 24 000, 25 000 $, et comme vous recevez des analyses techniques sur votre antenne tous les jours, vous savez que c'est la zone frontière chartiste, c'est la dernière, c'est celle qui garantit la tendance haussière annuelle, celle qui a commencé depuis le début de l'année. Enfin, en tout cas, l'actualité autour des ETF Bitcoin, je trouve que c'est plutôt rassurant du côté de l'intérêt institutionnel. Maintenant, dans l'immédiat, le fait de tenir un support, c'est bien. C'est bien de tenir un support. Oui. Dépasser une résistance, c'est beaucoup mieux. Mais en fait, dépasser une résistance, c'est nécessaire pour interrompre la séquence de baisse qui a commencé au début du mois de mai. Donc, pour vous répondre maintenant, non, malheureusement, cette séquence baissière qui a démarré sous les 30 000 $, rien n'indique qu'elle soit terminée. Il faudrait dépasser, au moins et avec vigueur, donc avec une séance assez ample, les 27 500 $. Y a-t-il des raisons d'espérer et des raisons d'être un peu inquiet? Les raisons d'être inquiet, vous en avez parlé avec votre intervenant juste avant, ce sont les indices boursiers qui, après un mois et demi de hausse, entrent dans une phase de correction, simple phase de prise de profit, c'est tout à fait logique, c'était suracheté partout sur le plan technique. Les raisons d'espérer, c'est quoi? C'est que j'estime que les taux d'intérêt du marché sont en train d'atteindre leur niveau d'avant le choc bancaire de mars dernier, ça devrait baisser. Les raisons d'espérer, c'est le dollar américain qui semble, après son rebond du mois de mai, avoir réengagé sa tendance baissière. Maintenant, voilà. L'enjeu principal, ça reste de défendre cette zone des 24-25 000 $. Et en fait, là, le marché, en fait, il est neutre entre ces 24-25 et les 27 500. Et la configuration technique sur Ethereum, elle est exactement la même. Donc, voilà, à part vous dire que c'est neutre, mon cher Guillaume, je ne peux pas vous éclairer davantage. On est dans le marécage, là, sur les cours des cryptos. Effectivement, Bitcoin et Ether. Merci beaucoup, Vincent Gann, avec nous, analyste technique indépendant. Yves Chouet-Fouati pour Tobam. Le début d'année était prometteur sur Bitcoin et puis depuis on végète un peu. Là, on est dans le marécage, on y végète, on s'embourbe un tout petit peu. Est-ce que vous estimez que malgré tout, le contexte macro va nous aider à retrouver de l'allant, une capacité à avancer, à remonter la pente sur Bitcoin désormais? Notre thèse d'investissement, c'est que le Bitcoin a 2 scénarios adverses. Le premier scénario adverse, c'est qu'on trouve mieux que le Bitcoin. Et le deuxième scénario adverse, c'est que les banquiers centraux deviennent orthodoxes durablement. C'est ce qui a failli se produire l'an dernier. C'est ça qui explique un peu le crypto winter de l'an dernier. C'est qu'après avoir émis des masses énormes de monnaie, les banquiers centraux ont serré un peu les cordons de la bourse. Et ça, effectivement, ça a renforcé le scénario adverse contre le Bitcoin. Aujourd'hui, on pense qu'on est à la fin du cycle haussier en Europe et aux États-Unis. Donc ce vent contraire-là devrait se tarir. Il devrait se tarir. On a même des signaux un peu paradoxalement extrêmement positifs du côté de la Chine. Parce que la Chine, eux, ils n'en sont pas à être orthodoxes, ils en sont à essayer
gérer un peu la misère de leur cycle. Le chômage est en très forte augmentation en Chine. On a à peu près 25% de taux de chômage chez les 16-24 ans. C'est complètement énorme. On a une jeunesse chinoise qui a beaucoup investi dans ses études, des études de très haute qualité, et qui ne trouve pas de travail en Chine. On a des signaux déflationnistes extrêmement forts. Alors c'est étonnant, parce que l'Occident a peur, explique son inflation, peut-être faussement, par l'envolée des prix des matières premières, alors que le plus gros consommateur de matières premières, la Chine, elle est en période quasiment déflationniste. Tous les signaux sont très alarmants sur la Chine. La Chine est quelque part condamnée à soutenir son économie par de l'émission monétaire. Donc elle a commencé la baisse de ses taux. La semaine dernière, c'est une petite baisse de 10 points de base. Mais ils ont pas mal de marge de manœuvre, c'est leur chance. Oui, tout à fait, c'est clair. Ils ont de quoi les faire baisser. Mais enfin, ça nous éloigne de l'orthodoxie. Et quelque part, tout ça, c'est plutôt bon pour le Bitcoin. Il y a d'une part ça, d'autre part, effectivement, il y a la proximité du halving, le halving qui se rapproche. Il est prévu normalement pour la mi-avril de l'année prochaine. Il faut qu'on rappelle ce qu'est le halving pour que nos auditeurs comprennent pourquoi, à vos yeux, ça pourrait finir par soutenir davantage encore les cours du Bitcoin, déclencher peut-être un mouvement haussier, on va voir. Le rythme de minage du Bitcoin diminue tous les 4 ans. Il faut savoir que pendant les 4 premières années, il s'est émis 50% des bitcoins qu'il y aura pendant toute l'histoire du bitcoin. Les 4 années suivantes, il s'en est émis 25%, puis 12,5%, là on va passer de 6,5% dans la période actuelle à 3,25%. Donc les nouveaux bitcoins vont encore se raréfier. Vont complètement se raréfier. Ce qui donc pourrait faire monter les cours. Voilà, tout à fait, il y aura moins de pression vendeuse quelque part. Les mineurs auront moins de bitcoin à mettre sur les marchés. Et ça, si vous voulez, dans le passé, le moment du halving a toujours été un moment assez bull sur le cours du bitcoin. Donc vous estimez que des vents convergents et porteurs vont commencer à souffler sur les cours du Bitcoin, le halving qui va arriver, la Chine... c'est vrai, qui assouplit sa politique monétaire, on l'a vu aujourd'hui, la nuit dernière, avec des baisses de taux. Et puis, du côté des banques centrales occidentales, on arrive bientôt sur la fin des resserrements monétaires. Donc, vous dites que ça pourrait porter les cours. Du point de vue macro, oui, je pense que tous les signaux sont assez positifs. On va voir si Valentin partage ce point de vue. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de Bitcoin ? Alors, la différence avec il y a quelques années, c'est que tout l'écosystème crypto ne regarde pas son potentiel global à l'aune du Bitcoin, mais à l'aune d'autres cryptos. Il y a aussi l'Ether, bien évidemment. Il y a la DeFi aussi qui se développe et sur lesquels les régulateurs commencent à se pencher aussi. C'est aussi un thème montant, Valentin. Quel avenir pour la DeFi ? On peut en parler. L'AMF, d'ailleurs, publie ses premières réflexions sur l'avenir de la finance décentralisée. Qu'est-ce qui en ressort ? Quelles leçons tirez-vous de ce que nous dit l'AMF de la DeFi ? C'est assez difficile d'y voir clair, effectivement, sur ces différentes prises de position de l'AMF, les envies qu'a l'autorité des marchés financiers, qui d'ailleurs est à peu près la même envie que le gouverneur de la Banque de France, qui s'est exprimé dans le cadre de Vivatech en fin de semaine dernière, et qui a glissé un mot gentiment, peut-être, sur l'arrivée d'un MiCA 2. Alors on rappelle, MiCA, c'est le règlement qui est censé encadrer l'écosystème des actifs numériques dans toute l'Europe à partir de l'année prochaine. Celui-ci a été voté, certes, mais il n'est toujours pas rentré en application. Donc on ne sait même pas comment ça va pouvoir protéger les consommateurs et les citoyens qu'on veut déjà imaginer quelque chose de nouveau. Et pour le coup, c'est justement ce que nous a glissé gentiment le gouverneur de la Banque de France, qui disait, pour la finance décentralisée, qui en effet a été exclu du champ d'application de la première version de MiCA, le temps de comprendre comment on pourrait l'encadrer, eh bien il dit, je cite, « Même activité, même risque, même réglementation que quoi ? Que le secteur de la finance traditionnelle et bancaire. Donc, réintégrer dans le prochain texte de MiCA ou une mise à jour de MiCA, la finance décentralisée, parmi d'autres petits sujets qui n'ont pas encore été tranchés, parce qu'encore une fois, le régulateur se donnait le temps. Et donc, l'AMF nous dit la même chose, quelques jours après le gouverneur de la Banque de France. Peut-être mettre dans les contrats intelligents ces contrats qui s'exécutent de manière autonome une fois que ce dont on a codé est acté, et bien peut-être mettre dans cette chose qui n'est inarrêtable un bouton d'arrêt. Donc ça paraît assez contradictoire. Là, l'AMF le reconnaît, que ça sera peut-être, de par la nature autonome et continue du fonctionnement, peut-être compliqué à mettre en place, mais il faudra trouver peut-être des astuces pour, je cite, forcer l'arrêt ou la reprise des opérations en cas de détection d'irrégularité, ou en tout cas, ce qui est certain, traduire pour nos régulateurs le code qui est peut-être effectivement assez imbuvable pour des gens qui ne sont pas familiers avec le code Solidity qui donc est derrière Ethereum. Et puis toujours continuer
d'essayer d'encadrer les fameuses DAO, les organisations autonomes décentralisées. Il faut bien comprendre qu'on a d'un côté les contrats intelligents qui régissent le code, qui fait donc fonctionner la finance décentralisée, mais que ce code, en vérité, il peut changer à certains moments, uniquement lorsque le deuxième organe de cette finance décentralisée lui donne son accord, c'est les DAO. Donc, c'est tout simplement des détenteurs de ces coins, de ces cryptos, qui peuvent voter pour des changements. Et lorsque c'est la majorité qui est d'accord, eh bien, il peut y avoir un changement, une implémentation nouvelle. Et là, pareil, l'AMF se demande, eh bien, quel est le degré de permissivité de ces organisations autonomes décentralisées? Le sont-elles vraiment? Et essayer de trouver peut-être parfois des points de centralisation trop importantes pour les requalifier et donc les cadrer d'une manière différente. C'est un peu le fouillis. C'est certain qu'il faudra passer par la réglementation pour la finance décentralisée. Peut-être attendons de voir comment MiCA rentre en application en 2024 avant d'imaginer autre chose, mais ça fera forcément partie, tout comme les NFT, des choses sur lesquelles il faudra s'arrêter. Effectivement, et vous tous qui nous suivez à la radio et à la télé, vous pouvez suivre aussi notre newsletter BFM Crypto et vous y abonner, bien évidemment, en scannant, en flashant le QR code qui apparaît sur vos écrans. Cette newsletter qui est publiée chaque lundi à 18h. Vous pouvez donc vous y abonner, c'est gratuit. Pauline Armandé aux commandes. On va continuer d'en parler de cette régulation, Yves, parce que effectivement, l'AMF qui communique sur l'avenir de la DeFi, le gouverneur de la Banque de France également il y a quelques jours, et puis beaucoup plus globalement, on voit cette pression monter, notamment aux États-Unis. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous vous dites que tout cela va finir par dissuader un certain nombre d'acteurs de s'intéresser au Web3 parce que ça reste un peu le Far West et que la réglementation reste devant nous? Oui, effectivement, la réglementation est approchée de deux manières différentes aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, on a affaire, je pense, à un régulateur qui cherche à se faire sa propre religion, et donc qui refuse de se prononcer sur certaines questions et qui fait des enquêtes ou porte plainte contre certains acteurs, mais plus pour se faire une religion que vraiment, à mon avis, pour sanctionner directement. C'est quelque chose qui est classique aux États-Unis. On fait une enquête, on voit un peu comment les praticiens pratiquent leur métier. Si on observe des irrégularités par rapport à la régulation déjà existante, on met une amende. Et d'habitude, l'acteur paye son amende et puis ensuite il passe à autre chose. C'est quelque chose qui est assez courant dans les écosystèmes nouveaux. Il faut que les entrepreneurs prennent un peu de risques. Il y en a qui en prennent des fois un tout petit peu trop, qui sont un peu à l'aise avec les réglementations existantes. Binance, vous voulez parler de Binance? Je veux parler de Binance aussi. Il y a une enquête en France sur Binance. Ouais. Je pense que on verra ce que dit cette enquête. Oui, tout à fait. Mais bon, ce qui est clair, c'est que le Binance a certainement pris un peu des risques, peut-être même qu'ils ont franchi certaines limites dans le passé lointain, à l'époque où la réglementation n'existait pas, où la réglementation était difficile à appliquer ou à interpréter. Je pense que ça va se solder au pire par effectivement une amende, puis ensuite Binance passera à autre chose. Je ne pense pas que ce soit un séisme majeur. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au même temps, BlackRock dépose un dossier aux États-Unis pour lancer son propre fonds. Son ETF Bitcoin. Son ETF Bitcoin. BlackRock. Absolument. Ça doit donner des... Vous savez que nous, on a lancé notre premier... Ça doit faire éternuer une partie de la communauté crypto, ça. BlackRock qui viendrait s'intéresser au Bitcoin. Nous, on a lancé notre propre fonds Bitcoin il y a 6 ans. Voir un géant comme BlackRock s'y mettre, c'est se dire que tout ça va s'institutionnaliser, que c'est normal, qu'il y a des acteurs extrêmement gros qui ne peuvent pas se permettre d'être dans les premiers à aborder un champ d'activité, quand le champ d'activité est trop petit pour eux. Là, le champ d'activité est là pour durer. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui disent encore que la crypto est un épiphénomène qui ne durera pas. La crypto, ça va durer. Et les grands acteurs s'y mettent tous, il n'y a pas d'exception, je pense. Effectivement, il y a une concurrence aussi entre capital mondial, entre les pays pour attirer cet écosystème. Valentin, on voit Hong Kong continuer de monter en puissance. On parle tout le temps de l'Europe qui pourrait tirer les marrons du feu face aux aléas réglementaires américains, mais Hong Kong aussi est en train d'attirer de plus en plus d'entreprises. Tout à fait. On en a rapidement parlé la semaine dernière lorsque Coinbase s'était encore une fois fait taper dessus par le gendarme boursier américain et qu'il y avait cette volonté peut-être de certains partis américains ou du Congrès ou des sénateurs ou ce genre de contre-pouvoir de chasser Gary Gensler. Eh bien, on avait eu certaines mains tendues à travers le monde, dont celle de Hong Kong, pour dire à Coinbase, si vous embête trop, n'hésitez pas à venir chez nous, la porte est grande ouverte. Et justement, Hong Kong continue à être de plus en plus agressif sur l'envie de prendre le Web3 à l'assaut, ou en tout cas d'en prendre une partie de la valeur.
Et son secrétaire aux finances a indiqué il y a quelques jours avoir réussi à draguer 150 entreprises du Web3 dans un grand plan d'incubateurs d'entreprises spécialisées dans les secteurs technologiques. Donc 150 du Web3 sur les 1800, 1900 qu'ils auraient dans ce conglomérat d'incubateurs liés à Hong Kong. Donc très intéressant. Ils ont alloué, nous dit-on, un peu d'argent, 50 millions de yuan de budget financier pour accélérer le développement d'Internet 3.0. Alors ça fait à peu près 10 millions d'euros, donc c'est pas si énorme, mais c'est quand même intéressant à souligner. Et ce qui est vraiment le chiffre intéressant, et on l'a vu la semaine dernière avec des plateformes qui ont essayé et qui ont d'ailleurs leur licence à Hong Kong, c'est de continuer de concurrencer et d'être cette porte d'entrée de la Chine pour l'Occident et inversement, parce qu'on a bien compris, effectivement, la SEC aujourd'hui commence à être un peu plus virulente. On a l'Europe qui s'est déjà munie effectivement de certains cadres et qui continuent à vouloir l'encadrer. Et puis il y a d'autres parties du globe qui vont continuer à se positionner. Et comme toute la réglementation, même si aujourd'hui avec MiCA c'est européen et c'est très bien que le continent soit d'accord sur les règles pour le Web3 et les actifs numériques, que ça sera vraiment quelque chose qui jouera beaucoup dans la géopolitique du Web3, en tout cas à son échelle, et peut-être plus en fonction de la montée en puissance de cet écosystème et des emplois qui le concernent. Ça sera vraiment segmenté. On voit les États-Unis qui aujourd'hui tapent du poing sur la table, l'Europe qui cadre, d'autres qui draguent avec des licences un peu restrictives. Hong Kong, on connaît un petit peu, les licences sont déjà arrêtées, elles donnent la possibilité aux entreprises de faire certaines choses avec certains actifs, Bitcoin, Ethereum pour la plupart, peut-être moins avancées sur certains points. En tout cas, elle se veut vraiment être l'une des capitales, à voir combien le monde pourra avoir de capital du Web3 d'ici 5 ans. Et pour ceux qui s'intéressent aux cryptos, qui veulent monter en puissance dans cet écosystème, même si les cours végètent un peu aujourd'hui, il y a une technique qui s'appelle le stacking. Alors on rappelle à chacun d'être très 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 prudent et de l'investir en crypto que l'argent qu'on est prêt à perdre. Bien sûr, c'est très spéculatif tout ça, mais le stacking continue de monter en puissance et d'attirer manifestement. C'est une pratique qui se démocratise de plus en plus, en tout cas sur Ethereum, Valentin. Oui, alors effectivement, le staking, c'est une fois que vous avez un certain nombre d'actifs numériques, en l'occurrence ici c'est de l'Ether, vous pouvez, pour l'Ether c'est 32 Ethers, donc l'Ether est environ à 1700 $ aujourd'hui, les mettre en jeu pour sécuriser les blockchains. Donc c'est plus des ordinateurs comme Bitcoin qui tournent et qui trouvent des résultats à des algorithmes, c'est un peu différent, c'est des gens qui bloquent 32 Ethers qui peuvent la sécuriser, donc c'est pas des machines qui tournent pour le faire. Eh bien effectivement, pour ceux qui ont ces 32 Ethers, on voit très nettement la santé d'une blockchain au nombre de personnes qui sont capables d'acheter et de bloquer 32 Ethers, et c'est en augmentation complète depuis que la blockchain Ethereum le permet, c'est-à-dire depuis septembre de l'année dernière. On s'en rappelle, ça avait fait grand bruit dans l'écosystème et même au-delà, puisque ça avait permis à la deuxième plus grosse blockchain de l'écosystème de réduire de 99,9% sa consommation énergétique. Et donc, on voit qu'il y a aujourd'hui 720 000 validateurs, donc à peu près 20 millions d'Ethers qui sont jalonnés, donc 20 millions d'Ethers fois son prix 1700 $. Oui. Donc c'est assez important. Et surtout, une donnée très intéressante, c'est qu'il faut 1 heure pour sortir en tant que validateur vos 32 Ethers. Mais par contre, il faut une quarantaine de jours pour y rentrer, parce que c'est une question de file d'attente. Donc on voit bien qu'il y avait une crainte à un moment que tout le monde retire ses Ethers, et au final, c'est plutôt l'inverse, signe de bonne santé du marché et de la blockchain qui attire toujours beaucoup d'intérêt. Il faut quarantaine de jours pour essayer de jalonner ces 32 Ethers, alors qu'il faut à peu près 1 heure pour en sortir. Ouais, un débaromètre intéressant effectivement également à suivre. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Valentin Demey pour Cryptost, Yves Chouet-Fati, président fondateur de Tobam, et donc peut-être BlackRock qui viendra vous concurrencer avec c'est bon signe. Effectivement. Bon signe. Tout à fait. C'est comme les restaurants. Hein. Quand un restaurant s'installe dans un quartier et qu'il y reste seul, généralement c'est que le du quartier n'est pas forcément bon. Mais quand il y en a d'autres qui s'installent, c'est peut-être... C'est que le secteur est bon. Exactement. C'est ce qu'on vous souhaite. Yves Chouet-Fati. Ça vous fait rire aussi, Valentin. Tiens. Merci messieurs. Il y a même eu une rumeur il y a quelques heures à confirmer, peut-être que j'en saurai plus pour demain, Guillaume. C'est Fidelity qui serait en train de racheter le GBTC de Grayscale, donc pour essayer de concurrencer BlackRock. Le GBTC, qui est le Bitcoin institutionnel, a repris 15% dans la foulée. Donc voilà, ça bouge côté institutionnel et c'est marrant de le voir alors qu'effectivement la SEC commence à serrer la vis. Salut messieurs, et on remercie aussi Vincent Gagne qui nous accompagnait tout à l'heure en début de Club BFM Crypto. Dans un instant, on va se reconnecter à la séance du jour. Il est 16h57 et les indices qui sont plutôt en baisse, moins 0,3% sur le CAC 40. Oh, NeoN fait mieux que ça. NeoN surperforme, fait mieux que les autres. Le titre gagne plus de 4%. On vous propose cet article consacré à NeoN sur notre site BFM Bourse. Ouais, parce que NeoN remporte un joli contrat en Australie, contrat majeur de stockage. Et donc NeoN parmi les plus fortes hausses. L'article est disponible. Un autre article aussi consacré à Sanofi. L'autre belle hausse du jour sur le marché puisque Sanofi reste cet après-midi en tête du CAC 40. C'est pas tous les jours. Le titre gagne en ce moment 3,5%.